Bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous accueillons Max Meulemans, connecté depuis la Belgique et plus précisément d'Ostende. Max Meulemans va nous présenter la puissance des métaphores. Bonsoir Max. Bonsoir Yotis et bonsoir à toutes les synergiennes et à tous les synergiens. Alors Max, comment vas-tu? Comment te portes-tu aujourd'hui? Comme mon t-shirt l'indique, relax, ça va, tout va bien. Tu as énormément de bonsoirs ce soir, alors je vais prendre quelques commentaires que je vois sur le chat. On a un bonsoir de Michael, bonjour à vous tous de Daniel, bonsoir Nefissa Yotis Max de Béatrice, bonjour à tous de Marianne, donc coucou, bonsoir Yotis de Elsa, donc waouh, super, donc tout le monde est là avec nous ce soir. Alors suite à ta demande, Max, et je tiens à le souligner, c'est la première fois que l'on me fait cette demande, donc une première chez ICF Synergie. L'orateur, donc Max, m'a demandé de ne pas le présenter. Alors Max, peux-tu nous en donner la raison? Pourquoi cette demande? Yotis, écoute, je trouve que le travail de synergie est formidable. Vous le faites avec énormément de générosité, de professionnalisme. Et voilà, ça m'a motivé tout simplement à être dans cet esprit-là, généreux, sans attente de retour. Donc, je suis pas ici pour faire ma pub, je suis ici tout simplement pour contribuer à l'esprit synergie. Un grand merci, Max, de ce beau message. Alors, je t'avoue qu'il y a un petit côté curieux quand même qui reste là. Alors bon, on se connaît, mais que peut-on alors savoir de Max l'être humain? L'être humain est un être humain comme un autre, à savoir qu'il a une zone de lumière et une zone d'ombre, et que j'ai la chance de faire un métier où je continue à apprendre sur moi-même en, en m'améliorant jour par jour, en apprivoisant cette ombre qui m'accompagne. Alors tu vas nous parler de la puissance des métaphores. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? Mais il y a plusieurs raisons, Yotis. La première, c'est que il y a une dizaine d'années, j'ai été diagnostiqué avec des caractéristiques autistiques. En d'autres termes, je pense plus en images que de façon séquentielle avec des mots. Un petit exemple, quand j'avais 7-8 ans, j'ai un frère qui est 14 ans plus âgé que moi, et après avoir fait une bêtise, il me disait Max, t'es dans des sales draps. J'allais même voir si mes draps étaient vraiment sales, parce que je prenais finalement les images qu'on me donnait comme une vérité. Deuxième raison, c'est que je transmets, j'enseigne depuis plus ou moins 25 ans, et j'ai remarqué dans ma pratique au travers de la transmission, l'intégration se faisait beaucoup plus facilement chez les apprenants en utilisant les métaphores. Ce que j'ai également appliqué dans le cadre du coaching et qui amène de très bons résultats. Donc, je pense que c'est vraiment une méthode intéressante à incorporer dans sa pratique de coach. Merci Max. Alors je vois que ce soir, les gens sont très, très, très impatients et très nombreux à attendre donc que tu commences ta présentation. Donc, je t'invite à commencer ta présentation et moi, je m'éclipse, mais reste connecté vocalement comme d'habitude. C'est à toi, Max. Merci, Yotis. Alors, je pense qu'il est utile de mettre un cadre à ce webinaire. Donc, le premier point important, c'est que nous avons 1 heure. Donc, en 1 heure, il va plutôt s'agir d'une sensibilisation. Mais je sais, par expérience aussi, que les coachs et les coachs débutants aiment recevoir quelques pistes concrètes d'utilisation. Donc, durant cette heure, on aura d'une part une sensibilisation par rapport aux métaphores et d'autre part quelques pistes concrètes d'utilisation dans le cadre du coaching. J'ai également choisi de vous présenter à certains moments des images, un petit film qui peuvent toucher la sensibilité de certains. L'objectif n'est pas de heurter, mais d'illustrer aussi qu'une métaphore peut être très puissante et toucher l'aspect émotionnel.
Troisième point qui me semble important, c'est que voilà, je considère qu'il n'y a pas une vérité absolue, que dans ce métier-là, on est face à la complexité humaine, que cette complexité a besoin d'être respectée. Donc, quand nous travaillons avec nos clients, il s'agit d'hypothèses. Finalement, c'est lui l'expert de sa vie. D'ailleurs, c'est le quatrième point qui m'a fait adhérer à ICF il y a une quinzaine d'années. C'est cette phrase qui est que ICF adhère à une forme de coaching qui respecte le client comme expert de sa vie et dans sa profession. Alors, il est clair que dans certains moments plus difficiles, plus éprouvants dans une vie, on n'a pas forcément toujours accès à ces ressources, mais en général, voilà, ces ressources sont continuellement présentes et les métaphores peuvent également faire émerger ces ressources lors d'un coaching. Donc, ça rentre tout à fait dans le cadre, on va dire, de l'esprit ICF. Donc, je vais démarrer ici ma présentation. Alors, Yotis, ce qui m'intéresserait dans un premier temps, c'est d'avoir un aperçu des coachs ICF, des coachs non ICF et d'autres personnes qui ne sont pas forcément de près ou de loin reliées au métier de coach. Alors, donc, on va lancer le premier sondage. Et pour ce premier sondage, donc, voilà, le sondage est lancé. Donc, est-ce que vous êtes plutôt coach ICF, coach non ICF ou autre? Donc, vous êtes très, très rapide ce soir, malgré le nombre. Et je partage tout de suite les résultats. Donc, pour 59%, c'est coach ICF, 33% coach non ICF et 8% autres. Ok. Merci Yotis, intéressant. Alors, question de temps, nous allons passer le sondage 2. Mais évidemment, voilà, déjà, c'est une métaphore qu'on peut utiliser et qu'on utilise d'ailleurs régulièrement en formation ou même dans le cadre d'un coaching. C'est de prendre la météo des apprenants ou du client. Donc, ben, j'espère aujourd'hui que c'est grand soleil pour tout le monde et que si des nuages sont présents, ils ne font que passer. Je vois dans les commentaires que beaucoup de monde te disent déjà que c'est plein soleil pour eux. Ok, cool. Merci. Alors, métaphore. D'abord, définir un petit peu ce que c'est qu'une métaphore. Alors, la métaphore trouve ses origines dans le grec et signifie porter au-delà, transporter. Alors, transporter quoi? Ben, transporter, par exemple, une situation réelle vers un contexte ou un paysage métaphorique. Faire une analogie imagée par rapport à une émotion, par exemple. Donc, derrière le mot transporter, finalement, c'est aborder un sujet, une difficulté, un blocage, une ressource, une croyance limitante ou une croyance positive au travers d'une analogie qu'on transporte dans un autre contexte. Et on peut considérer dans un coaching, par exemple, qu'une métaphore est une forme d'interface. Bien souvent, si on est face à son client et qu'on lui pose des questions puissantes par rapport à sa situation, ça peut amener certaines difficultés ou certains mécanismes de défense à émerger. L'idée d'une métaphore, c'est aussi de mettre entre la réalité factuelle du client et, on va dire, sa demande et le processus vers sa demande, un interface qui va pouvoir réguler finalement les difficultés que pourrait rencontrer le client au travers du processus de coaching. Alors, par rapport à ICF, ben voilà, vous n'êtes pas sans savoir que à partir de 2021, ICF passe de 11 à 8 compétences et dans ce nouveau référentiel, j'ai l'occasion d'avoir déjà, on va dire, ce qui émerge en termes de compétences et d'évidence qui se relie à ces différentes compétences. On peut voir que dans la compétence C7, éveiller la prise de conscience, on cite clairement les métaphores. Donc, facilite la compréhension et l'apprentissage du client en utilisant des outils et des techniques tels que le questionnement puissant, le silence, la métaphore ou l'analogie. Donc là, on voit que ICF, dans son nouveau référentiel, a clairement évoqué l'utilisation des métaphores et des analogies. Autre utilisation, dans l'ancien référentiel et dans le nouveau probablement aussi,
On peut voir dans la compétence 7 que le coach, avec l'autorisation du client, partage des observations, des idées, des sentiments, sans attachement. Alors derrière le mot sans attachement, on peut comprendre qu'on les partage, mais en insistant qu'il ne s'agit pas d'une vérité qu'on partage. Simplement une représentation et par rapport à quoi le client pourra se situer, prendre certains éléments ou pas de cette représentation. Le tout, évidemment, pour servir à amener chez le client un nouvel apprentissage, qu'on appelle ouvrir sa conscience. Ce qui est aussi intéressant dans le cadre des métaphores, c'est qu'elles peuvent servir dans le cadre d'un feedback, et on verra un peu plus tard d'ailleurs, j'ai prévu un petit feedback pour ICF. Pour les coachs non ICF, même en dehors du référentiel ICF, il est important de respecter l'éthique. Et l'éthique précise que le coaching n'est pas de la thérapie. Alors, quand on parle de métaphores, on parle aussi régulièrement de métaphores thérapeutiques. Dans le cadre d'un coaching, nous allons évidemment utiliser des métaphores qui ne font pas référence à la thérapie. Et il est toujours important de s'accorder au client et de lui demander son autorisation, voire la pertinence de ce qu'on souhaite lui amener au travers d'une métaphore pour pouvoir l'utiliser. Ce que je vous propose ici, c'est d'observer ce dessin et de nous partager ce que vous pouvez voir au travers de ce dessin. Alors, certains pourraient dire oui, il s'agit ici d'une illusion d'optique, en effet, mais derrière cette illusion d'optique, il y a un message très intéressant pour les coachs par rapport justement aux analogies. Alors, je ne sais pas si Yotis, as-tu des réactions? Oui, j'en ai énormément. Donc, on parle d'un couple enlacé, nous dit Anne-Françoise. Raymond nous dit femme et homme ensemble. Un couple de la part de Robert. Un couple enlacé dans une bouteille de Émilie. Un couple enlacé, nous dit Ludivine. Françoise nous parle d'un couple. Des amants, nous dit Olivier. Un couple enfermé dans une bouteille, nous dit Nathalie. Deux personnes enfermées dans une bouteille, nous dit Myriam. Donc, ça continue, ça n'arrête pas. Amour en bouteille, nous dit Florence. Maxime nous dit un homme qui enlace une femme. Donc, la première image, c'est deux personnes qui sont enlacées, nous dit Bernard. Jocelyne nous dit un couple qui fait l'amour dans une bouteille. Donc, voilà, ça continue et c'est souvent, on nous parle de couple dans une bouteille. Ok, merci Yotis. Alors, nous allons passer à la dia suivante. Voilà, je vous invite maintenant à observer pour vous aider. J'ai entouré finalement une autre possibilité et ce qui est également possible d'observer au travers de ce dessin, c'est 9 dauphins. Alors, à droite, vous pouvez lire le texte. En fait, tout dépend de votre âge. En effet, des recherches ont démontré que les jeunes enfants ne peuvent pas identifier un couple. Et là, c'est important, car ils n'ont pas d'image mentale préalable accordée à un tel scénario. Ils voient donc plutôt 9 dauphins sur cette image. Alors, c'est intéressant de voir finalement ce que démontre cette recherche, c'est que on ne peut se représenter que ce qui existe d'une certaine façon déjà dans un scénario mental. Et si nous appliquons ça dans le cadre du coaching et qu'on pose la question à notre client, représente-moi visuellement, par exemple, un de tes points de blocage, présuppose que quand le client va dessiner, un scénario accordé à la solution existe déjà. Et nous pouvons donc utiliser ce schéma, ce symbole, ce dessin réalisé par le client pour faire émerger au travers de notre questionnement un scénario, cette fois-ci bien sûr relié à la réalité du client, accordé également à une solution. On a pas mal de réactions, hein, Max. Il y a Zakia qui nous dit en lisant le titre, j'arrive à percevoir des dauphins. Claudine, excellent. Valérie est mort de rire, elle ne s'attendait pas à mon avis à cela. Sophie nous dit des dauphins, c'est excellent. Un commentaire de la part de Catherine. Non, ce n'est pas Catherine, pardon, c'est Anne qui nous dit excellent.
la jeunesse, la vieillesse. Donc voilà, par rapport aux commentaires que tu disais sur les jeunes. Ok, merci. Ben, c'est le moment justement d'utiliser une métaphore pour donner un feedback à ICF au travers d'un sondage. Donc l'idée, c'est de vous proposer 5 images et de façon la plus spontanée possible d'y associer à une de ces 5 images l'esprit ICF ou ICF, sachant qu'il n'y a que 5 possibilités parce que le sondage du binaire nous permet que 5 possibilités et que si pour vous aucune des 5 ne correspond à l'image que vous faites d'ICF, ben, vous répondez au travers du chat ou d'une autre façon. Donc, je te laisse la main, Yotis, pour ce petit sondage. Donc, prochain sondage. Que voyez-vous au travers de cette analogie en lien avec ICF? D'abord, la question est posée au coach non ICF. Je répète donc les images. Vous avez un arbre avec plusieurs branches. Vous avez des billets de dollars. Vous avez un phare. Vous avez également des neurones. Et ensuite, vous avez le drapeau américain. Vous êtes déjà à 70% et je vais partager les résultats. Donc, pour les coachs non ICF, voici les résultats max. Pour la A, donc l'arbre, on a 32%. Nous avons 28% pour le phare, 27% pour les neurones, 9% pour les billets, donc les dollars, et 4% pour le drapeau américain. Ok, intéressant. Nous lançons donc le prochain sondage et cette fois, c'est pour les coachs ICF que je vous invite à voter. C'est exactement le même sondage, mais c'est pour les coachs ICF. Et donc, les coachs ICF sont également très, très rapides. Nous partageons déjà les résultats. Et pour les coachs ICF, donc c'est 35% pour le C, donc le phare. Ensuite, nous avons 28% pour la D, donc les neurones. Nous avons 25% pour la A, donc l'arbre avec les branches. Et ex aequo, les deux dernières images, donc la B et la E, à 6% pour les dollars et le drapeau américain. Ok, Yotis, intéressant. Ben, ce serait peut-être utile de transmettre à qui de droit cela chez ICF, mais les images, pardon? J'enverrai ça au board mondial de l'ICF. Ok, merci. Alors, passons à la suite. Nous allons aborder maintenant différents types de métaphores. Alors, il existe un livre qui propose une liste qui n'est pas exhaustive d'ailleurs et qui reprend 50 types de métaphores. La source est le livre de Michel Courouac, Métaphores. Les métaphores sont également utilisées en littérature sur le principe de ce qu'on appelle le comparé et comparant, à savoir qu'on compare le comparé à autre chose. Et dans cette comparaison, soit le comparé peut être présent, soit il peut même être absent. Donc là, j'ai pris un exemple, le manager est un requin. Ça, c'est en littérature. On n'a évidemment pas le temps d'aborder ces 50 types de métaphores et j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont intéressantes dans le cadre du coaching. Alors là, le résumé, les métaphores verbales ou verbes, visuelles, les symboles ressources, les métaphores non verbales ou corporelles et les histoires prêtes à l'emploi. J'ai mis une image aussi d'une situation d'équicoaching. L'équicoaching est également une métaphore, puisque finalement, l'interface est le cheval et le fait d'interagir avec un animal dans ce contexte-là nous apprend énormément sur nous et sur notre façon de rentrer en relation avec le monde qui nous entoure. Commençons avec les métaphores verbales. Alors, dans les métaphores verbales, ce qui est important, c'est l'écoute. Et c'est une des compétences du coach.
le coach a écouté dans quel canal sensoriel, par exemple, la personne s'exprime, va également écouter les liens cause à effet. Quand il pleut, je suis démoralisé, donc il y a un lien cause à effet entre la pluie et mon état interne. Et également si la personne utilise déjà des représentations analogiques dans sa réponse. Vous avez ici sous les yeux un exemple. Quand il me regarde dans les yeux et me parle de sa voix grave, cela résonne dans ma tête ou son attitude me met mal à l'aise. Là, nous avons un lien cause à effet. C'est comme si j'étais une marionnette. Alors, certaines approches, entre autres de la PNL, nous apprennent que nous avons un canal sensoriel privilégié. On appelle ça le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, etc. Déjà, dans l'écoute, il est intéressant, voire très utile, d'être attentif aux prédicats. Prédicats, ce sont les mots qui font référence à un canal sensoriel. D'être évidemment à l'écoute des liens cause à effet que font nos clients, parce que bien souvent, pas toujours évidemment, mais bien souvent, ces liens cause à effet nous indiquent en tout cas une hypothèse de croyance derrière. Et ce qui est aussi important, c'est la symbolique que le client utilise. Derrière chacun des mots, grave, attitude, marionnette, j'ai mis un X. Alors le X, on verra tout à l'heure à quoi il sert. Mais l'idée, évidemment, c'est d'abord de faire un petit sondage, ou en tout cas d'avoir par le chat des réactions par rapport à ce sujet. Êtes-vous plutôt sensoriel, conceptuel ou symbolique? Lotis, tu as des réactions à ce sujet? Nous avons quelques questions, pas directement liées à ce sujet, mais plutôt par rapport au titre du livre que tu as présenté juste avant. Il y a certaines personnes qui voudraient savoir quel est le titre du livre, si tu peux le rappeler, et le nom de l'auteur. Ok. Est-ce qu'on voit le livre à la caméra, Yotis? Donc, on voit le livre, on voit qu'il est écrit métaphore. Donc, on me demande, est-ce que l'auteur, c'est Kerouac, et comment ça s'écrit? Alors, Kerouac, oui. K-E accent aigu, R-O-U-A-C. Il s'agit d'un psychothérapeute canadien qui a écrit un livre qui a pour titre Métaphore, tout simplement, et qui a été édité aux éditions NKR. C'est un bouquin assez conséquent qui reprend vraiment avec beaucoup de détails, on va dire un grand nombre de métaphores, et il fait également des liens avec différentes approches telles que l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique et bien d'autres. Donc je le conseille vraiment. Merci Max. Je poursuis? Tu poursuis et je pense que c'est bientôt l'heure du prochain sondage. Alors, je ne sais pas, Yotis, si tu as lancé le sondage concernant le canal sensoriel privilégié, enfin, le sensoriel conceptuel ou symbolique. Je le lance directement. Donc, le sondage, tout simplement. Alors, je te laisse l'expliquer. Quelle est la question et quelles sont les trois possibilités? Alors, la question est la suivante. Il s'agit bien sûr d'une récurrence parce qu'on est tous, on va dire, un peu partagés entre le sensoriel, conceptuel ou symbolique. Mais la question est êtes-vous plutôt, quand vous vous exprimez, sensoriel, donc vous décrivez le monde au travers de vos cinq sens, êtes-vous plutôt conceptuel, c'est-à-dire plutôt à faire des liens mentaux, des liens par exemple de cause à effet, ou êtes-vous dans vos propos plutôt symboliques, c'est-à-dire que de façon spontanée, vous utilisez des images ou des analogies qui font référence au contenu que vous exprimez. Voilà donc la question. Donc, je vous laisse y répondre et pendant ce temps, j'ai envie de te poser une question, Max. Peut-on être plusieurs choses en même temps? Oui, tout à fait. Donc, il s'agit plutôt d'une récurrence, c'est-à-dire dans la majorité des contextes, je serai plutôt sensoriel ou plutôt conceptuel ou plutôt symbolique. En ce qui me concerne, par exemple, il est évident que je fais des liens cause à effet, donc il y a du conceptuel, il y a du sensoriel, mais j'ai une prédominance, il s'agit ici de prédominance symbolique. Alors, donc, voici les résultats des synergiennes et synergiens. Pour 36% d'entre eux,
c'est sensoriel, 33% c'est symbolique et 31% c'est conceptuel. Alors, voyant les résultats ici, j'ai une question aussi qui me vient par rapport à un sondage que nous avions lancé pour l'énéagramme avec les différents types. Est-ce que c'est lié, type mental, type instinctif et type émotionnel? Alors de nouveau, on va parler plutôt en termes d'hypothèse, mais c'est une très bonne question. À savoir que, pas uniquement l'énéagramme d'ailleurs, dans les travaux de Fritz Perls et la Gestalt, on a ce fameux index qui parle de mental, qui parle d'émotion et qui parle d'action, de ce qui est lié finalement au comportement. Dans l'énéagramme, on a trois centres également, le centre émotionnel, le centre mental et le centre instinctif. Et on peut voir de façon récurrente, de nouveau, attention aux généralisations, que en fonction de son orientation préférentielle, émotionnelle, cognitive ou action, il peut y avoir un lien entre notre canal privilégié. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je te redis les résultats, 36% sensoriel, 33% symbolique et 31% conceptuel. Ok, ça fait plus ou moins un tiers. Alors, on fait quoi avec cela? Alors, dans les années 50, David Groff a développé ce qu'on appelle le clean language. Je ne vais pas rentrer dans le détail du clean language, tout simplement parce que mon ami Philippe de Clercq va faire un exposé, je pense, au courant du mois de novembre, fin d'année, sur le clean language au service des groupes. Il existe également un très bon livre que vous pouvez voir à l'écran qui s'appelle Des métaphores dans la tête et qui utilise le clean language. Et pour les coachs, il donne pas mal d'applications pratiques. Alors, le clean language, de façon synthétique, c'est quoi? C'est 12 questions de base. Ces 12 questions de base se répartissent, on va dire, en trois grandes orientations. Les questions qui amènent vers le développement, les questions de séquence, à savoir de pouvoir identifier une forme de chronologie dans le processus de nos clients, et les questions d'intention et de conditions nécessaires, c'est-à-dire ce qui va pouvoir amener une personne finalement à faire des liens et les conditions pour justement avancer par rapport à sa demande ou à son objectif. L'avantage du clean language se retrouve dans le fait que ce sont des questions neutres, vraiment neutres. Il n'y a aucune induction, pratiquement en tout cas, si on peut parler d'orientation, il peut y avoir de temps en temps des petites orientations, mais en termes de questions, c'est les questions vraiment les plus neutres. Et vous pouvez constater en orange que on a une question qui fait directement référence aux métaphores. Alors, petite particularité du clean language, c'est que les questions commencent par et ce X ou le X en question, c'est comme quoi. Alors, évidemment, je reviens en arrière. Hein, ce graphe, c'est comme quoi. Son attitude, c'est comme quoi. Cette marionnette, c'est comme quoi. Invite le client à poursuivre dans son exploration afin évidemment d'ouvrir sa conscience. Et toutes ces questions peuvent évidemment nous amener, au travers d'autres types de questions, d'aller rechercher la source, d'aller rechercher l'intention ou des conditions nécessaires pour passer d'un état à un autre état. Donc, on aura encore l'occasion de voir un peu le clean language dans une application que je prévois tout à l'heure. Et on en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Philippe de Clercq, vu que c'est aujourd'hui. Philippe, bon anniversaire. Voilà. Deuxième type de métaphore, ce sont les métaphores ouvertes. Alors là, dans le cadre d'ICF, c'est à utiliser avec beaucoup de prudence parce que finalement, le coach va s'impliquer un petit peu plus. Donc, il est important que le client marque son accord ou que la demande vienne de lui, par exemple. Donc, dans le cadre des métaphores ouvertes, ce qui est intéressant, évidemment, à utiliser avec l'accord du client, c'est d'utiliser la méthode des 5 S. Les 5 S, c'est un moyen mémotechnique
qui va évoquer une séquence. La première séquence, c'est la situation réelle du client. En d'autres termes, son état présent. Hein, on commence souvent un coaching en demandant au client, OK, décris-moi quel est ton état présent et dans cet état présent, quel est ta demande, c'est-à-dire l'état désiré, l'objectif, ce que la personne veut réaliser. Une fois qu'on a suffisamment d'éléments de cette situation réelle, ce qu'on va faire, c'est suggérer une analogie. Une analogie, c'est transposer cette situation réelle, cet état présent, dans un paysage métaphorique, imaginaire. Et dans ce paysage, évidemment, il est important d'y mettre des éléments symboliques qui font référence à l'état présent du client. Ça demande un petit peu d'imagination de la part du coach. Ensuite, le coach poursuit cette histoire, mais va créer finalement un seuil. Un seuil, c'est-à-dire la situation ne trouve pas de solution et évidemment, les inconvénients de la situation présente ne font qu'augmenter. L'idée, c'est que à partir du moment où le coach a amené l'analogie métaphorique à son seuil, il demande au client de poursuivre l'histoire en trouvant à cette histoire métaphorique une solution. Et là, ça fait appel à l'imagination du client afin de résoudre finalement la situation difficile ou le bouclage difficile dans le paysage métaphorique. Une fois que le client a trouvé une solution dans la situation analogique, ben, l'idée c'est que le coach va poser des questions afin de substituer les ressources et les éléments de solution de la situation métaphorique vers l'état présent du client, vers sa problématique du jour. Ça fonctionne très bien. J'ai souvent l'occasion de proposer ça aux clients et je suis parfois très surpris des idées que les clients évoquent dans ces situations métaphoriques pour résoudre dans ce paysage métaphorique la solution. En transposant ça vers leur état présent factuel, ça débouche régulièrement à des prises de conscience et à des options qui sont générées. Ici, j'ai pris l'exemple également que j'utilise parfois pour des personnes dans le cadre d'un coaching post-burnout. Voilà, j'appartiens au coach qui adhère au fait qu'on ne coache pas une personne durant son burn-out, mais voilà, on peut rencontrer dans notre pratique des personnes qui sont sorties de cette phase d'épuisement et qui ont besoin de pouvoir se réorienter. Et souvent, ces personnes se retrouvent avec une peur, une crainte importante, c'est de retomber dans une phase d'épuisement. Et par rapport à cette crainte, j'utilise souvent la métaphore du feu orange en posant la question, mais si on prend la métaphore du feu orange, c'est-à-dire si vous observez les utilisateurs de la route, nous y compris, et qu'on est finalement qu'on avance vers un feu de signalisation qui passe à l'orange, que font la majorité des personnes? Et la réponse est souvent on accélère. Alors que le signal nous demande de nous arrêter, on accélère. Et là, on peut construire, on va dire, avec son client une métaphore pour, à l'avenir, mettre des stratégies qui vont rendre les signaux de fatigue, d'épuisement, d'excès plus présents chez le client. Et plutôt que d'accélérer au feu orange, c'est de ralentir et de s'arrêter le temps de faire une pause et de refaire un peu le point sur sa situation. Et nous avons la chance bientôt de recevoir, vu qu'on parle de burn-out, Marc de Wild et le docteur Patrick Mesters, qui est neuropsychiatre et qui est également le fondateur de l'Institut européen du burn-out. Oui, ben, je vous conseille vraiment d'assister à ce webinaire. Je connais Patrick et Marc. Et voilà, ce sont des personnes généreuses et voilà, super. Je serai également présent. Alors, autre type d'analogie sont les analogies visuelles. Alors là, on va dire, des outils prêts à l'emploi. Par exemple, les cartes O
Pro, c'est comme ça. Si vous cherchez ce que c'est, vous tapez sur Internet. Je trouve très intéressant parce que ça permet finalement de zapper la case dessin. C'est un jeu de cartes qui reprend une cinquantaine de cartes avec des illustrations, mais également des cartes vierges avec un titre. Et par association et par analogie, on peut faire travailler le client au travers d'un support visuel qu'on utilise comme une interface pour le faire réfléchir sur ces situations. D'autres outils connus et utilisés sont par exemple le blason, donc amener une personne à créer son blason au travers de différentes questions. Je vous ai proposé dans l'exercice préparatoire l'analogie du vélo, mais on peut utiliser la maison, le bateau, l'avion, peu importe. Je veux dire, il y a pas mal d'éléments qu'on peut raccorder à un cadre, à une fondation, au fait d'avancer, d'être porté. Donc, beaucoup de métaphores sont possibles au travers de ces illustrations. On peut utiliser également des représentations du coach, reformulation intuitive, parce que tu me permets, donc, c'est important de bien comprendre que c'est le client qui décide, hein, c'est le principe de responsabilisation en coaching. Est-ce que tu me permets de te partager une image par rapport à ce que j'ai compris? Ce qui est aussi intéressant d'utiliser, c'est d'associer une émotion à une image. Bien souvent, les émotions sont pas forcément faciles à exprimer pour les clients. Et moi, j'aime bien utiliser la métaphore de la bouche. Je t'invite à mettre une bouche sur cette émotion et à autoriser cette émotion à s'exprimer au travers de cette bouche. De demander au client d'apporter un objet qui le caractérise. Tout ça, ce sont des moyens qui sont des analogies et qui nous permettent, voilà, c'est toujours la même idée, d'amener le client à ouvrir sa conscience, à apprendre de nouvelles choses à son sujet, au sujet du monde qui l'entoure, et d'avancer par rapport à son objet. Alors, Yotis, je me permets de proposer à toutes les synergiennes et aux synergiens un petit recadrage responsabilisant en utilisant, on va dire, une métaphore visuelle. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un webinaire avec ICF France concernant le monde d'après. Et une des questions qui était évoquée lors de ce webinaire, c'est quelle planète laissons-nous à nos enfants? Et finalement, en ce qui me concerne, et bien sûr, ça n'appartient qu'à moi et mon point de vue, je n'aime pas tellement cette question. Je préfère la question quel enfant laissons-nous à la planète? À savoir que cette question, la seconde question, est beaucoup plus responsabilisante que la première. Et je me permets de vous partager un petit film qui peut éventuellement toucher l'une ou l'autre personne durant ce webinaire. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? No, that's not. Alors, merci Max. Nous avons pas mal de réactions dans le chat. Alors, donc, il y a énormément de personnes qui nous disent merci pour votre retour. Nous dit Aude, merci de la part de Karen. Raphaël, j'adore. Merci de partager la vidéo, s'il vous plaît, nous dit Mohamed. Merci, c'est le sujet de mon mémoire. Alors, c'est important pour moi, nous dit Catherine. Cette vidéo est très puissante. Merci Max, nous dit Emmanuel. Linda nous dit, ça nous renvoie à nos responsabilités individuelles. Peut-on avoir le lien de la vidéo? Le lien de la vidéo sera partagé également dans nos groupes Facebook et LinkedIn. Ne vous inquiétez pas. Alors, il y a Sandrine qui nous dit merci tellement profond en images. Salma nous dit où
quels enfants laissons-nous à notre planète est à mon sens une excellente approche. Marie-Louise, je me rends compte à quel point j'utilise les outils métaphoriques. Merci pour la vidéo, à faire réfléchir. Florence, pédagogie du modèle, à nous d'être des modèles inspirants. Rim nous dit très puissant. Raphaël nous dit merci infiniment Max, très puissant et instructif. Alors nous avons quelques questions. Thierry nous demande, question pour Max, une traduction corporelle sans dimension cognitive immédiate entre-t-elle dans la famille des métaphores? Exemple, créer une sculpture qui représente la situation. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, dans le cadre d'un coaching ICF, je vais dire, surtout dans le cadre d'une certification, on est plutôt sur un principe de question-réponse. Mais dans le coaching vraie vie, en tout cas ce que moi j'appelle coaching vraie vie, c'est-à-dire où le coach ne se substitue pas à un thérapeute ou un psychothérapeute, il est tout à fait intéressant de fonctionner avec des métaphores de sport. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule. Je pense à un protocole qui a été développé par Robert Dills qui s'appelle le score en mouvement. Le score en mouvement, derrière le mot score, on a symptômes, cause, objectif, ressources, effets. Et dans cette séquence, on demande aux clients d'adopter finalement une position corporelle en fonction de chacune des lettres. Alors évidemment, dans le cadre du coaching, il y a une lettre qui est plus délicate, qu'on peut substituer par une autre, c'est la cause, parce que en principe, enfin pas en principe, dans l'éthique du coach, le coach n'explore pas la cause d'une difficulté actuelle. Mais oui, Thierry a tout à fait raison. Nous pouvons demander aux clients la pâte à modeler ou d'autres supports pour utiliser les mains pour exprimer quelque chose, manipuler quelque chose est une très bonne idée et s'inscrit, en tout cas de mon point de vue, dans les applications métaphoriques. Alors, il y a une autre question, et c'est la dernière avant de te laisser continuer, de la part de Mohamed. Pour les métaphores verbales, y a-t-il le risque de faire embarquer le coaché dans notre tête? Le risque d'embarquer le coaché dans notre tête. Alors, oui, le risque n'est pas nul. L'idée, ça se passe toujours en trois temps. À savoir le premier temps, qui est demander l'autorisation au client d'utiliser, par exemple, une métaphore. Je veux dire, en posant cette question, on laisse la responsabilité, et dans le référentiel actuel du CF, c'est la compétence C11, responsabilité du client. On laisse au client la responsabilité d'accepter ou de refuser finalement notre proposition. La deuxième séquence, c'est de proposer cette métaphore ou cette analogie. Et la troisième, et peut-être la plus importante, c'est d'amener ce qu'on appelle un cadre de contraste dans les propos. Le cadre de contraste est le suivant. Voilà, je t'ai proposé une métaphore. Il est important dans ce que je viens de te proposer que tu exprimes ce que tu gardes, ce que tu laisses, si ça a du sens, si ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que là, toutes les questions qu'on va poser suite à la proposition d'une métaphore invitent le client à reprendre la responsabilité et à faire le tri dans ce qu'on lui a proposé. C'est-à-dire soit garder certains éléments, soit toucher, soit de rebondir sur ce qu'on a dit pour lui-même créer une autre présentation. Merci Max. Alors, les symboles ressources. Symboles ressources, déjà, ils nous entourent. Je veux dire, que ce soit par rapport à une nation, par rapport à un courant de pensée, à une religion, tous ces modes de pensée intègrent dans leur mode de pensée des symboles, l'équerre et le compas pour les francs-maçons, la croix pour les chrétiens, pour la nation de drapeau, etc. J'utilise, moi, parfois, ce que j'appelle des symboles ressources à partir des niveaux logiques. À savoir qu'on va partir de qualité ou de compétences qu'on peut représenter symboliquement. Ensuite, on remonte dans les niveaux logiques avec les valeurs, des valeurs importantes que la personne désire satisfaire, qu'on traduit symboliquement, et ainsi de suite.
et on a un panel finalement qui se retrouve dans les niveaux logiques, mais plutôt symbolique. C'est une représentation qui peut souvent être un support, comme un ancrage pour le client, en utilisant ces fameux symboles ressources, et une facilité pour lui, pour elle, de se remémorer finalement ses qualités, ses valeurs, ses croyances positives, etc. Et là, ça rejoint encore la question de Thierry, à savoir le corps. Le corps utilise dans sa gestuelle des représentations. Je prends pour exemple un coaching relativement récent où une personne, en m'expliquant les choses, semblait couper, on va dire, en tout cas avec ses mains quelque chose. Je lui ai fait remarquer, je lui ai demandé, mais tiens, là tu es en train de faire un geste, que représente ce geste? Parce que le geste en lui-même est une analogie d'une situation. Donc le corps est un élément qu'on utilise également dans, d'une part, l'écoute, évidemment, ça fait partie de la compétence d'écoute chez ICF, qui est la C5 par rapport au non-verbal, et le lien que le corps exprime au travers d'un mouvement, d'une forme, qu'on peut ramener justement à quelque chose de concret dans la réalité du client. Voilà, ça nous amène ici au point suivant, qui sont quelles sont les compétences et les résistances par rapport aux métaphores. Alors, en termes de compétences à développer, et c'est un travail qui n'a pas de fin, qui passe par la pratique, c'est-à-dire au plus vous allez pratiquer, au plus vous allez intégrer. La première, c'est une position d'humilité. On reste dans cette position d'équivalence, voire position basse par rapport à l'interaction avec son client. On ne détient pas la vérité, être dans une écoute active, et on a pu voir précédemment que cette écoute va porter vraiment sur des détails de ce que le client évoque. Le questionnement, alors il y a le questionnement puissant traditionnel, ce questionnement qui invite le client de faire des liens, d'ouvrir sa conscience, mais également des questions clean language qui sont également très puissantes. Le choix des mots. Alors derrière le choix des mots, c'est quand vous vous adressez à votre client, présupposez que le client a la réponse. Plutôt que de lui demander, essaye de me donner une représentation visuelle, c'est de dire, donne-moi une représentation visuelle, s'il te plaît. Vous voyez, dans essaye, il y a un doute. Donc, la possibilité que le client n'a pas la réponse est exprimée au travers de ce doute. Dans donne-moi une représentation visuelle, s'il te plaît, on présuppose que le client a les ressources pour pouvoir le faire. L'intention positive, voilà, on le fait non pas pour se faire plaisir, mais pour contribuer, voilà, à ouvrir la conscience, à amener un nouvel apprentissage au client. La calibration, l'observation, on a évoqué ça tout à l'heure à travers des canaux sensoriels. J'en ai pas parlé, mais pour ceux qui connaissent, la PNL propose les sous-modalités. Ce sont les plus petites composantes des différents canaux sensoriels, à savoir si je dis je n'y vois pas clair, on a une nuance dans le visuel qui est la clarté. Et donc, on peut poser des questions. Et si tu mettais plus de lumière dans cette situation, plus de lumière dans cette scène, plus de clarté dans cette scène, qu'est-ce que tu pourrais observer, constater, voir? Donc, les sous-modalités sont également un outil puissant. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par David Gordon sur l'art de la métaphore, et il utilise énormément de sous-modalités dans sa pratique. La synchronisation, la reformulation, avoir une âme d'enfant, et plutôt d'enfant libre, si on prend le référentiel de l'analyse transactionnelle, celui qui se donne les permissions de le faire, et développer sa créativité. Dans les résistances, et là ça nous amène au prochain sondage, on peut avoir des résistances chez le coach à utiliser les métaphores. J'en ai évoqué 5 dans ma proposition, sachant qu'on a que 5 possibilités pour le sondage. La première, c'est la résistance aux métaphores parce que ça ne fait pas sérieux. Donc, c'est relié à une forme de crédibilité, l'image que le coach pourrait avoir. Parce que je crois que je n'ai pas de créativité.
Ben, dans ce cas-là, la créativité se développe, c'est une ressource qui se développe. Mon client est cérébral, je ne sais pas dessiner, ou la dernière possibilité, je n'ai pas de résistance aux métaphores. Voilà. Je te propose, Yotis, de lancer ce sondage afin de savoir si éventuellement, parmi les synergiennes et les synergiens, des résistances existent. Et voilà, c'est fait. Donc, le sondage a déjà été lancé et très rapidement, nous avons les résultats. Voici donc, je partage les résultats avec 75%, donc 75%, je n'ai pas de résistance aux métaphores. 11%, je n'ai pas de créativité. 8%, mon client est cérébral. 4%, je ne sais pas dessiner. Et 1%, ça ne fait pas sérieux. Ok. Ben, 75%, 75%, je veux dire, c'est plutôt un bon résultat. Donc, n'hésitez pas à utiliser les métaphores dans le cadre du coaching. Par rapport à la résistance, je ne sais pas dessiner. Il ne s'agit pas de faire une œuvre d'art. On peut, et vous allez voir, j'ai fait moi-même un petit dessin dans une des prochaines dias, mais de représenter quelque chose de façon très schématique. Si le client est réellement cérébral, ok, rien. Enfin, l'idée n'est pas d'imposer quelque chose au client. Soyez simplement à l'affût dans votre écoute et si le client utilise oui ou non une représentation symbolique ou métaphorique, vous pouvez très bien, à ce moment-là précis, ouvrir et voir ce qui se passe. Voilà, je n'ai pas de créativité, c'est une croyance. Donc la personne ou les personnes qui ont ce type de croyance pourraient faire appel à un superviseur, pourquoi pas. Et cela ne fait pas sérieux. Que dire? Alors, je passe au prochain slide et vous propose une application. Alors, l'application va s'articuler autour du voyage du héros. Alors, évidemment, la source d'inspiration est Joseph Campbell, qui a inspiré énormément d'auteurs, de réalisateurs de films, etc. On retrouve cette structure dans énormément d'ouvrages ou de films. Et je vous conseille aussi le livre de Stephen Gilligan et de Robert Dill, Le voyage du héros, avec, on va dire, une sorte de conclusion. Chaque vie est un voyage du héros. Très bon livre. Et le voyage du héros propose une séquence. On va entrer ensemble dans cette séquence. La première étape, c'est entendre l'appel. Alors, derrière cet appel, nous sommes confrontés ou amenés ou appelés dans notre vie à souhaiter avoir parfois de forts désirs de changement, de transformation, de modification. Et on peut considérer que ces informations qui nous arrivent sont une forme d'appel, comme un objectif, comme un projet que nous souhaitons réaliser. Et là, on a un premier choix. Le premier, c'est d'entendre cet appel et ensuite de s'y engager ou de refuser l'appel en évoquant l'une ou l'autre raison du style « c'est trop dur pour moi, je n'ai pas le temps de faire ça, non merci, quelqu'un d'autre le fera à ma place, etc. » Je vous ai également proposé un exercice préparatoire au travers de la métaphore du vélo, dans lequel la première question était, dans ce contexte actuel, qu'on peut qualifier d'un contexte de crise, que souhaiteriez-vous aujourd'hui? Plus d'appartenance, c'est-à-dire plus de connexion avec les personnes. C'est vrai qu'on vit pour l'instant une situation où nous gardons certaines distances, voire nous gardons une distance tout court. On n'a plus les mêmes rapports sociaux qu'avant. Et on peut observer que dans certains cas, la solidarité, la collaboration peut générer des difficultés, voire plus de difficultés. Donc, est-ce que ça correspond à aujourd'hui un appel pour moi?
plus de liberté. Ben, là aussi, ce contexte de crise prive, en tout cas dans le point de vue de certains, pas mal de liberté. Plus de sens. Finalement, ma vie, aujourd'hui, j'ai 50 ans. Il me reste pas mal d'années à vivre. Quel est le sens que j'ai envie de donner à ma vie? Plus d'autonomie, d'indépendance. Aujourd'hui, je me sens dépendant. Je me sens attaché à certains éléments de ma vie. Ou plus de sécurité. Aujourd'hui, je me sens dans une certaine insécurité. Donc, l'exercice préparatoire vous proposait ces 5 possibilités. Il peut en exister plus. Alors ici, malheureusement, nous n'avons pas le temps de développer ça, donc on va passer ce sondage. Mais je vous invite tout simplement, et quand vous allez recevoir le PDF de la présentation, si cela vous intéresse, vous pouvez prendre plus de temps pour y réfléchir. Donc nous passons directement aux questions. Voilà. Imaginons que vous venez de choisir un des 5 thèmes. Question intéressante à se poser, c'est ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est pour les autres, est-ce que c'est pour nous, et que voulez-vous qu'il se passe vraiment? Le mot vraiment, c'est une invitation à le décrire le plus factuellement possible. Cet appel s'inscrit dans quel cadre? Est-ce que cet appel s'inscrit dans le contexte professionnel, privé? C'est important de pouvoir identifier dans quel contexte cet appel se situe, tout simplement parce que ce qui est vrai dans un contexte ne l'est pas forcément dans un autre. Et plus un de ces 5 mots qui a été choisi, plus d'appartenance, plus de liberté, plus de sécurité, etc., c'est comme quoi? Et cette question vous invite à y mettre une représentation symbolique. Je vais pas utiliser le mot dessin, mais en tout cas une représentation graphique, une image. Quel objectif en découle? Alors, évidemment, l'idée, c'est pas d'aborder l'éléphant ou d'avaler l'éléphant d'un coup, mais de fractionner ce concept général de plus de liberté en commençant par une première étape, peu importe que ce soit liberté ou autre chose. Dans le voyage du héros, une fois qu'on a répondu à l'appel, finalement, on va entamer le chemin. Et c'est un peu comme franchir le seuil. C'est-à-dire que si vraiment on rentre dans un processus de changement, ce processus va nous transformer. Bien souvent, les personnes qui suivent des formations évoquent le fait que le après la formation, c'est-à-dire quand la formation s'est déroulée, surtout si elle s'étale sur plusieurs mois, ça les a transformés, ça les a changés. Et d'une certaine façon, ça va laisser une trace, on va dire, pratiquement permanente. Donc, s'engager, c'est aussi prendre conscience que finalement, une fois qu'on aura fait ce voyage, nous ne serons plus tout à fait comme avant. Donc, il y a encore quelques questions à se poser qui ont du sens. D'ailleurs, c'est la première question. En quoi cela a du sens pour vous? Si vous déroulez finalement, comme dans un life flow, le fil de votre vie, en quoi cette prochaine étape a réellement du sens dans la direction que vous souhaitez prendre? Autre question assez similaire, c'est qu'est-ce qui vous pousse dans cette direction? Ou qu'est-ce qui a déclenché cet appel? Et là, vous pouvez utiliser, et en ayant le PDF, vous pouvez revenir aux 12 questions du Clean Language. C'est comme quoi? Et quel genre de X est ce X? Le X étant, on va dire, le thème que vous avez choisi. Et y a-t-il autre chose à propos de ce X? Est-ce qu'il y a autre chose à propos de la liberté, de la sécurité? Voilà, donc ces questions vous invitent à, on va dire, commencer à alimenter votre conscience, et une partie probablement inconsciente aussi, de ce fameux appel afin de franchir le seuil. Et en termes de métaphore du seuil, je vous propose un court extrait du film Matrix qui évoque bien cette idée de point de non-retour.
C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Étape suivante du voyage du héros, c'est trouver des gardiens. Derrière les gardiens, on peut y voir des personnes ressources. Alors, elles peuvent être réelles, des amis, des proches, des conjoints. Ça peut être des mentors, ça peut être des personnes qui sont des figures historiques, qui représentent pour vous symboliquement une forme de modèle ou des figures mythologiques. Donc, posez-vous cette question. À qui, finalement, puis-je m'adresser pour me soutenir dans cette démarche, sur ce chemin, sur ce voyage? Qui sont mes gardiens? À qui je peux demander de l'aide, du soutien? C'est un point important. Enfin, je le trouve important parce que dans ma façon de fonctionner, demander de l'aide est parfois encore difficile. Et Dieu sait à quel point des personnes sont prêtes à vous donner, à vous filer un coup de main, à vous aider, on va dire, dans une étape de ce voyage. Étape suivante, c'est affronter et transformer les démons et les ombres. J'ai commencé la présentation quand Yotis m'a posé la question, mais qui es-tu? Ben, voilà, je suis un être humain, tout simplement, fait de lumière et d'ombre. Et derrière ces ombres, il y a des peurs. Et l'idée, c'est évidemment de les traverser, ces peurs. Voilà, mais pour pouvoir les traverser, d'une certaine façon, l'idée, c'est d'avoir une forme de représentation. Et quand je vous ai dit que je ne savais pas dessiner, ben voilà l'exemple parfait d'un non-dessin. J'ai symbolisé pour moi actuellement ma plus grande peur, et vous voyez finalement un fil temporel, c'est le fil de ma vie, coupé à un certain endroit avec une chute dans le vide, qui représente d'une certaine façon pour moi le sombrer dans la folie, sombrer, ne plus être connecté, être tellement finalement dans mes pensées, dans des choses d'ordre peut-être spirituel, enfin je dis peut-être sûrement d'ordre spirituel, de décrocher avec cette réalité. Donc le voyage du héros, aller plus loin, aller encore plus profondément dans l'ombre, ça suscite chez moi évidemment également des peurs. Et c'est de pouvoir se poser les questions de ok, de quoi ai-je besoin pour me protéger? Quels pourraient être finalement, on va dire, les éléments à ma disposition pour mettre un cadre de protection pour traverser cette peur. Je fais référence au concept de l'analyse transactionnelle avec les 3 P, très utile en coaching d'ailleurs. C'est si le coaching, si on définissait le coaching comme le client va se donner de nouvelles permissions, mais pour se donner de nouvelles permissions, entre autres franchir certaines peurs, ben l'étape précédente est indispensable, et l'étape précédente c'est la protection. C'est la règle des 3 P. Protection. S'il y a de la protection, il y a des permissions. S'il y a des permissions, il y a de la puissance. Puissance, on relie ça à on met en action. Développer son soi intérieur. Souvent, on est dans une forme d'oubli de nos bagages, de nos ressources, de nos qualités, de nos compétences. Voilà, j'ai évoqué tout à l'heure ce que moi j'appelle la transposition des niveaux logiques au niveau symbolique. Mais vous pouvez très bien utiliser cet ancrage des différentes ressources symboliques reliées à des qualités, à des valeurs importantes pour vous, et créer votre totem. C'est comme ça que j'ai qualifié finalement pour moi une forme de totem. C'est un empilement de différentes formes, mais chaque élément du totem représente quelque chose de fort, de symbolique. Je me permets également de faire référence, j'ai dit que je ne faisais pas de pub pour moi, mais j'en fais pour les autres, une référence intéressante d'une définition du coaching
en tout cas une perception que nous propose Vincent Lénart dans un tout petit bouquin, tout petit dans le sens qu'il y a pas énormément de pages, un petit format, très intéressant. Et en tout cas, ce qui m'a touché, c'est cette phrase. Dans la vie personnelle, familiale, amicale, sociale, professionnelle, dès que nous avons le souci d'accueillir quelqu'un d'autre inconditionnellement et à l'aider à grandir en regardant ce qu'il est capable de devenir et d'accomplir au-delà de ce qu'il nous paraît être ou de ce qu'il fait, nous faisons du coaching. Ça m'a parlé parce que souvent en formation, on me demande des outils. Alors c'est sûr que quand on débute dans le coaching, c'est important d'en avoir parce que ça nous permet de nous orienter dans la complexité, de nous aider à faire émerger des prises de conscience. Mais souvent, je rajoute, le meilleur outil du coach, c'est le coach. Et vous pouvez pas vous imaginer la puissance que peut avoir le fait que le client a en face de lui un homme, une femme qui croit en lui. Ça fait référence peut-être pour moi à un modèle parental que je n'ai pas forcément eu, mais un modèle parental qui dit à son enfant, je crois en toi, je crois en tes compétences. Et c'est ça l'outil le plus puissant du coach. C'est d'avoir pour le client en face de lui quelqu'un qui croit en lui, qui voit au-delà, ou en tout cas qui fait l'hypothèse au-delà que la personne a toutes les ressources et est capable d'accomplir finalement ce qu'elle souhaite accomplir dans le cadre de sa demande. La transformation, évidemment, ce voyage va nous amener des prises de conscience, générer de nouveaux apprentissages. Et un petit peu comme dans la structure gros, où on a cette demande, on explore les réalités. Et bien souvent, dans cette structure gros, l'aboutissement de l'exploration des réalités nous amène le client à une prise de conscience. C'est de capitaliser d'abord, évidemment, pour le client, et ça fait partie dans le référentiel actuel d'ICF de la compétence C8, c'est-à-dire qu'est-ce que le client a appris de nouveau à son sujet, qu'est-ce qu'il a appris de nouveau au sujet du monde qui l'entoure, qu'est-ce qu'il a appris de nouveau sur sa façon de mener une relation avec son entourage, etc. Et c'est sur cette prise de conscience qu'on va ensuite, comme un levier, amener le client à envisager de nouvelles options. Donc, dans cette transformation, l'étape est de bien conscientiser ce que nous a appris ce voyage, appris sur nous, appris sur les autres, pour ensuite le transposer en termes d'action dans la réalité et tant qu'à faire, de le partager, en tout cas par rapport aux personnes qui souhaitent être dans cette démarche, partager l'expérience avec les autres. Voilà, Yotis. C'est ici que se termine ma présentation. Je ne sais pas si il y a des questions ou des réactions. Alors pour l'instant, je vois énormément de réactions. Donc, il y en a une que j'ai trouvée très sympa, qui m'a fait sourire. C'est celle de Philippe, et je souligne, ce n'est pas Philippe de Clercq. Alors, il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Relax, Max. Bravo pour tous ces partages. Alors, il y a Sandrine qui nous dit « J'adore, merci de rappeler le voyage du héros ». Virginie qui nous dit « Merci pour ce webinaire et pour les références bibliographiques et exemples concrets apportés ». Alors, il y a Anne qui nous dit « Merci beaucoup ». Mounira qui nous dit « Merci, c'est très intéressant ». Christophe, merci beaucoup. Noura, rapide mais très riche, un grand merci. Anne, merci. Max pour ce partage d'expérience et de savoir. Alors, je vais en citer encore d'autres. Merci Max pour ce partage de Dominique. Merci pour cette exploration intéressante des métaphores et belle soirée. À très bientôt de Béatrice. Alors Christine nous dit génial, merci, j'ai adoré. Alors on a un merci d'Alexandra, de Christelle, de Jean-Philippe, de Muriel, de Dorothée aussi.
On a également une question, alors je la garde, souligne encore d'autres merci, comme celui de Delphine qui nous dit merci à Max pour le partage généreux, et celui de Cécile, merci pour cette superbe présentation, merci Max, merci à toute l'équipe ICF Synergie, merci beaucoup, c'était très intéressant. Sandy, un grand merci. Marianne nous dit merci 1000 fois pour la technique, et ça c'est un message pour Népissa à mon avis. Alors la question c'est de Florence. Max, quelle est, bon, je vais lire la question, votre métaphore préférée? Alors, merci pour cette question. Métaphore préférée, en tout cas une métaphore ressource, parce que parfois ça m'arrive d'être découragé, de perdre un peu le sens de ce que je fais. C'est la métaphore de l'étoile de mer. Alors l'idée c'est, je la raconte, Yotis. Ah bah oui, ah bah oui. Okay. Alors c'est un jour un enfant, j'habite moi-même à Ostende, c'est-à-dire près de la mer. La mer est à 200 mètres de chez moi, même pas. Et une des particularités de la mer du Nord, c'est d'avoir des grandes marées. Et l'histoire évoque une grande marée qui a laissé sur le sable des milliers d'étoiles de mer. Et un enfant, constatant que ces étoiles de mer commencent à mourir, les ramasse et court vers l'eau, puisque l'eau s'était retirée d'une 50aine de mètres, pour les remettre à l'eau. Il y a un passant qui observe ce manège que fait l'enfant, ce va-et-vient constant entre, il ramasse un grand nombre d'étoiles de mer et les rejette à la mer. Et ce passant s'adresse à cet enfant en lui disant, mais que fais-tu? Et l'enfant lui répond, ces étoiles de mer sont en train de mourir. Il les remet à l'eau pour qu'elles puissent encore vivre. Mais tu te rends compte, dit le passant, que c'est un travail qui n'a pas de fin. Regarde autour de toi. Il y en a des milliers d'étoiles de mer échouées. Et ça ne sert à rien ce que tu fais. Et l'enfant prend la main de ce passant, prend une étoile de mer, tire ce passant vers les vagues, 50 mètres plus loin, et dit, en jetant l'étoile de mer dans l'eau, dit à ce passant, tu vois, pour elle, ça a tout changé. Voilà ma métaphore préférée. Très, très, très puissante. Merci beaucoup pour ce partage, Max. Alors, donc, il y a d'autres réactions encore, hein, ça n'arrête pas. Donc, merci, Max, pour cette impressionnante présentation tellement riche de la part de Lynn. Alors, merci de la part de Nathalie. Merci beaucoup, Max. Sujet vraiment inspirant. Donc, il y en a d'autres, ça n'arrête pas. Donc, moi, je vais te remercier. Un grand merci, Max, pour cette présentation très intéressante et très importante pour le métier de coach. J'aimerais également remercier Népissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Alors, bonsoir Népissa, comment ça s'est passé? Bonsoir. Bonsoir Max, bonsoir Yotis, bonsoir les synergiennes et synergiens. Effectivement, ce soir, nous avions énormément de monde. Beaucoup de monde. Il y a énormément aussi de compliments vis-à-vis de Max. Alors, Sandrine vous dit merci beaucoup. J'aimerais énormément approfondir le sujet. Je vais le faire avec vos lectures suggérées. Bravo et merci beaucoup. De la part de Mohamed, merci Max pour cette présentation et ce partage. J'aime puissance de la part de Lisiane. Merci infiniment de Pascal. À suivre, Lionel. Merci beaucoup, vraiment très chouette de la part de Elsa. Merci à Max pour son humilité et sa grandeur de Karine. Toujours au top, Max, de la part d'Emmanuel. Très inspirant, merci Max, de la part de Françoise. Merci Max, très inspirant et puissant de Yann. De la part de Marie-Laurence, merci pour ce passionnant sujet. De Marie, merci Max et merci Ayotis, je me suis régalée. De la part de Maxime, merci Max, Yotis et toute l'équipe d'ICF Synergie, sujet passionnant.
Les métaphores sont très puissantes en coaching. J'adore les pratiquer. Merci. Merci, Et il y en Nefissa. a encore, hein. Il y en a encore. Merci beaucoup, Nefissa. Et je vous rappelle que Nefissa est l'une des ambassadrices de l'ICF Synergie en Tunisie, également présidente actuelle de l'ICF Tunisie. Et j'aimerais également, parce que j'en vois, voir aussi dire quelques petits commentaires qui sont là pour Nefissa, parce que les gens ont compris que c'était très compliqué pour toi, vu qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, on a des messages de la part de Marianne qui dit « Merci 1000 fois pour la technique ». On a Isabelle qui te dit merci et bravo Nefissa. Mounira qui dit également merci notre chère Nefissa. Donc voilà, il y a pas mal de messages pour toi également Nefissa. Un grand merci en tout cas pour ce moment qui a dû certainement être plus complexe avec la technique. Alors une autre personne qui nous dit, Bénédicte, qui nous dit il est si libre Max. Donc je trouve ça super parce que ça revient à plusieurs moments. Je repars avec des ballons dans le cœur et la tête, nous dit Guylaine. Merci, c'est dense et riche, nous dit Cécile. Alors ça continue, mais il y a vraiment des très beaux commentaires pour cette belle présentation. Bravo et merci pour toutes les informations, nous dit Véronique. Merci Max pour l'exercice de pré-webinaire également, nous dit Monique. Puissant, suscitant réflexion et action de la part de Jacques. Donc les métaphores peuvent en effet beaucoup aider. Bravo Max, nous dit Olivier. Donc voilà, ça n'arrête pas. Il y a quelques questions également. Je vais en prendre de la part de Mustapha. Comment amener la métaphore à influencer la demande du coaché? En principe, on n'influence pas la demande. Donc l'idée, c'est s'il y a demande et que la personne fonctionne au niveau symbolique, ou plutôt plus facilement en utilisant des images, c'est laisser le client s'exprimer dans son mode d'apprentissage préférentiel. Nous n'influençons pas, nous posons des questions tout simplement pour avoir plus de précision et aider le client à détailler plus son paysage métaphorique. Donc, je peux comprendre la question différemment. Parfois, on a des clients qui ont des difficultés de formuler une demande, on va dire, séquentiellement, en utilisant des mots à la suite des autres. Et la métaphore peut être utilisée pour faciliter l'expression de la demande. Dans ce cas-là, c'est tout à fait adéquat. Merci Max. Donc, fier d'être ICF et de partager, incarner nos belles valeurs, nous dit Karine. Super webinaire pour la rentrée, nous dit Elsa. Merci Yotis et l'équipe Synergie et merci Max pour l'énergie mise à la préparation de ce webinaire de la part de Patricia. Donc, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Vous retrouverez donc la présentation de ce webinaire sur nos réseaux sociaux et plus précisément dans nos groupes Facebook et LinkedIn. C'est là que vous retrouverez également les liens pour nos prochains webinaires. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour votre créativité en tant que coach. Vous avez aimé ce webinaire, envoyez-nous un peu d'ocytocine en nous laissant un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo, ce qui nous aidera également à augmenter notre dopamine. Alors, qu'avez-vous pensé de ce webinaire? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec notre orateur Max Meulemans? Mettez tout cela en commentaire sous cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Max, je te laisse le mot de la fin. Alors, le mot ou la phrase de la fin sera courte. Voilà, n'oublions pas, même dans des moments où nous sommes personnellement, individuellement confrontés à des difficultés, d'être le modèle ou de devenir des modèles pour le monde de demain. Merci Max. Au revoir. Au revoir.